Un an. Cette chaîne YouTube a un an. 365 jours de création, enfin 366, 2016 était une année bissextile, on a eu un 29 février et tout ça. Bref, 366 jours, comme je le disais avant d'être grossièrement interrompu par moi-même. J'aurais pu continuer dans ce ton un peu onaniste encore longtemps, mais vous savez quoi? Je préfère quand même parler du comics tout de suite. Surtout que déjà que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos très courtes, si en plus je les allonge, ça va pas le faire. Mais du coup on va quand même revenir sur cette année passée, en parlant d'un comics Batman, tout comme notre première vidéo, et ce coup-ci d'un comics Batman qui, bien qu'ayant fait grand bruit à son époque, est pratiquement oublié aujourd'hui. On va donc parler de Batman Digital Justice. C'est donc parti pour du Batman Cyberpunk en mode graphisme d'ordi, mais du vieux. Batman Digital Justice ou Batman Justice Digitale est un comics assez original et quelque peu particulier pour les raisons que je vais vous exposer sur l'heure. Il ne s'agit après tout qu'un des pionniers de l'illustration numérique en comics, et il a été un tournant dans la carrière de son auteur Pepe Moreno, il a pas mal marqué les comics de son époque, et surtout, il est totalement oublié aujourd'hui. Je vais donc commencer cette vidéo par remettre les choses dans leur contexte. Parce que bien qu'aujourd'hui le dessin par ordinateur fait partie intégrante de la production actuelle, que ce soit pour certains effets de style, l'ancrage décrayonné, voire même pour le dessin dans son ensemble, les débuts de cette technologie dans le monde des comics n'ont pas coulé de source. Au croisement des années 70 et 80 apparaissent les premiers ordinateurs interface graphique à prix abordable, c'est-à-dire qu'il fallait pas donner un rein. Et bien que les créateurs de ces machines n'avaient jamais pensé que leurs ordinateurs puissent servir à faire du dessin, certains tentèrent pourtant l'expérience. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'interface graphique d'un ordinateur, disons que c'est votre bureau. Il est beaucoup plus facile de prendre sa souris et de cliquer sur l'icône plutôt que de devoir rentrer une ligne de code pour pouvoir accéder au contenu du dossier. Afin de populariser l'usage de l'ordinateur dans la création de comics, deux artistes, Peter B. Jellis et Michael Saenz, créèrent le premier comics entièrement réalisé par ordinateur, Shatter. Le résultat peut nous faire sourire aujourd'hui, voire carrément nous pousser à la moquerie, mais on est en 1985 et les Gugus s'est mis à dessiner sur un Macintosh 128K, sur un outil de dessin bien moins performant que n'importe quelle version de Paint moderne. Donc un peu de respect pour les graphismes s'il vous plaît. Shatter deviendra une histoire backup au comics John Sable Freelance, qui aura sa propre série de 14 numéros. Mais Max Saenz n'ira pas jusqu'au bout de ces 14 numéros, puisqu'il partira à la fin du deuxième numéro en 1986 pour aller effectuer le premier graphic novel entièrement dessiné par ordinateur, sorti en 1988, Iron Man Crash chez Marvel. Et ce graphic novel fait déjà l'objet d'un bond technologique par rapport au début de Shatter. Excuse-moi, mais en fait, t'es pas du tout en train de parler de Batman en fait. En effet, mais le comics dont on va parler aujourd'hui est dans la droite lignée de ces deux projets, Batman Digital Justice de Pepe Moreno. Et vous vous demandez sans doute qui est Pepe Moreno, et à juste titre. Pepe Moreno est un auteur de comics espagnol, écrivain et développeur de jeux vidéo qui... Oui, alors, non, c'est cool, mais tu peux éviter de repomper Wikipédia, s'il te plaît? Ça se voyait tant que ça? Désolé. Pepe Moreno a commencé sa carrière en Espagne dans les années 70 en réalisant des histoires d'horreur dans le magazine SOS ou bien des histoires pour enfants dans les magazines Star et Pumby and Pulgarcito. Après quelques aventures, il débarque aux États-Unis sans parler anglais, où sa carrière dans l'horreur lui a bien servi puisqu'il a dessiné dans Creepy, Eerie, Vampirella, Epic ou encore Heavy Metal. Pepe Moreno sortira aussi quelques ouvrages en France chez Albin Michel, comme Zeppelin, Rebelle, Jaws Air Force ou même Gin Kong. Et comme Pepe Moreno commence à avoir un peu de succès avec les BD publiés par Albin Michel, et qu'il a déjà touché à de l'illustration sur ordinateur sur un Commodore de chez Amiga, DC va lui demander de faire un graphic novel entièrement sur ordinateur dans la lignée du Iron Man Crash. Ce graphic novel, sorti en février 1990, a connu de bonnes ventes et a plutôt pas mal marché. Le comics est livré sous plastique, ce qui ne permet pas de juger la qualité des graphismes intérieurs et fait marcher l'imagination, ce qui pousse à la vente, puisqu'on est obligé de payer le comics pour voir de quoi il en retourne. Les bonnes ventes de ce comics aux USA et la renommée de Pepe Moreno chez nous en France via ses albums Albin Michel a fait qu'on a très peu attendu pour avoir une traduction française. Elle est sortie en septembre 1990. Et je crois qu'il n'y a pas eu de réédition depuis, ce qui fait que je me sens l'esprit assez libre pour vous la spoiler carrément, parce qu'il s'agit quand même d'une œuvre qui n'est pas rééditée depuis 26 ans. Le comics débute par la scène de moto dans Tron,
Ok, ouais, non, si je commence à faire des références à Tron, je vais jamais m'arrêter. Seb, est-ce que tu veux bien me foutre une baffe à chaque fois que je fais une référence à Tron, s'il te plaît? Ah non, mais sans aucun problème, moi dans ces cas-là, j'aime bien prendre service. Bref, le comic s'ouvre sur un gros plan de Gotham Megatropolis, un siècle dans le futur, où le monde est dominé par le Code Tyran, un virus qui est devenu le premier dictateur numérique de la planète. Puis nous avons droit directement à un game over. Bon bah c'était rapide, générique de fin. Oui ok d'accord, la blague n'est plus drôle à sa 12e itération. Je l'avais pas encore faite, j'ai le droit à un free pass, ok? Non, en fait le comics nous montre le game over d'un truand qui jouait en attendant ses clients, avec qui il procède à un échange de stéroïdes contre des enregistrements de données garantis sans virus. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que leur entrevue était surveillée par la police, prête à intervenir. Je vous présente donc le héros de ce récit, le sergent James Gordon, petit-fils du célèbre commissaire. Et comme on est dans la fiction, il a récupéré le nom de son grand-père. Oui, parce que dans la fiction, je ne sais pas pourquoi, c'est très courant. Si c'était vrai dans la réalité, on n'aurait que 2-3 noms par famille. Ce serait chelou. Mais alors que l'arrestation allait avoir lieu, voilà que sortent des drones policiers qui abattent les criminels et un des flics, et menacent de faire de même avec le reste des forces de l'ordre avant que Gordon ne s'identifie et sauve sa peau et celle de ses confrères. Gordon gueule sur son supérieur, mais on lui répond qu'il s'agit d'une erreur humaine. Il se prend à bouffer au distributeur, bref, y a pas à chier, on est dans du cyberpunk. C'est violent, grinçant, pessimiste et assez lugubre. Gordon est présenté comme en rébellion avec le système et il semble exister au moins une méga corporation, à savoir des entités politiques ou économiques toutes puissantes. Mais y a pas pour l'instant, j'ai plutôt l'impression de lire une campagne du jeu de rôle Shadowrun où on aurait balancé quelques éléments de Batman. Enfin, quelques éléments pour l'instant, à part le prénom de Gordon et la ville de Gotham, c'est pas flagrant, hein. Sa collègue Lena voudrait lui tenir compagnie pour la nuit, mais Gordon refuse parce que c'est contre le règlement. Pas tant que ça contre le système en fait. Il rentre chez lui dans un immeuble, sauve un de ses voisins d'un gang, puis il allume la télé, et là c'est un festival de clichés cyberpunk. Gordon voit un montage d'une interview de lui-même qui balance de la propagande pro-régime à gogo, il y a la méga star de la musique Gata, il y a des néo-nazis, de la publicité vantant les mérites des drones policiers. Non mais vous êtes sûr qu'ils ont pas juste pris un bouquin de Shadowrun et changé la couverture? Pendant la nuit, un directeur du réseau se balade dans un parc, en ce que l'on peut qualifier de charmante compagnie, quand il se fait braquer et que d'un coup une ombre familière se dresse derrière lui. Une silhouette de ténèbres faisant penser à une chauve-souris. Bon, 15e page et ça commence à ressembler un peu plus à du Batman. Le lendemain, les trois sont retrouvés morts, tués par des drones policiers qui auraient apparemment tiré par autodéfense. Gordon décide d'aller enquêter directement au processeur central car des données ont été effacées. L'on apprend aussi que Gordon a plus ou moins adopté le jeune qu'il a protégé la veille depuis plusieurs années. Un jeune personnage adopté dans l'univers de Batman. Non, ça me dit rien. En effectuant ses recherches, Gordon découvre que les drones sont dirigés de l'extérieur, que le directeur du réseau est absent des bases de données, et que les drones sont programmés pour abattre en mode autodéfense toute personne absente des bases de données. Mais son supérieur est informé des recherches de Gordon et est sommé d'empêcher l'enquête. Pour la peine, notre héros est assigné à une autre tâche et doit servir de garde du corps à Gata, star de la musique du moment. Ça sent encore plus la mouise quand Gordon se rend compte que sa carte commence à déconner et que le terminal du système de métro ne le reconnaît pas. Il part donc à pied tandis qu'une sorte de sourire informatique semble se rire de lui. Mais quand je dis se rire de lui, c'est littéralement l'onomatopée se retrouvant sur toute la page. Mais étant donné que Gordon, malgré le bruit apparent, ne réagit pas, c'est que ça doit être assez courant. Ça doit être chelou à vivre comme société quand même. J'espère qu'il me reste des sous sur le compte, sinon c'est encore un temps pour bouffer ce soir. Votre compte est à sec, sale nulard. Je vais tous vous tuer et il ne reste plus de gâteau. La star Gata qui chante une chanson parlant de mutants, sans doute une référence à The Dark Knight Returns, pendant que Gordon se fout un peu de ce qui se passe, vu qu'il discute avec sa collègue Lena qui a remarqué que plusieurs personnes non répertoriées font une vidéoconférence. Mais pas le temps d'approfondir ce sujet puisque le lieu du concert est attaqué et que Gordon court sauver Gata de la fusillade. Puis les drones arrivent et vaporisent totalement les assaillants façon hamster dans un micro-ondes. Puis Gordon se fait engueuler par la rockstar Gata parce qu'il l'a poussé. Ah, arrogance du pouvoir et refus du toucher, j'ai. Oui, j'ai commencé une grille de loto des clichés du cyberpunk parce que tant qu'on y est,
Après, l'on pourrait croire ce passage tout à fait gratuit, mais pas tout à fait. On nous met en avant le fait que 1. Si Gordon était resté concentré de base sur la protection, cela ne serait peut-être pas arrivé, ce qui est après tout le seul reproche fait au personnage principal de toute l'œuvre. Et de 2, que les deux personnages ne se trouvent pas si moches l'un l'autre. Oui, alors j'insiste là parce que cette partie de l'intrigue est un des passages vraiment survolés de cette œuvre, j'y reviendrai plus tard. Pendant ce temps, nous avons un aperçu de la vidéoconférence avec la mairesse Madame X, Mediamad, Moblord et Laoman. Et oui, leurs noms sont diablement kitsch, mais quelque part c'est un kitsch que j'affectionne. Et j'affectionne encore plus la traduction française, qui en gros fait passer Moblord en Mafia King et Laoman en shérif. Ces personnages sont interrompus par le sourire numérique, qui leur annonce désormais prendre l'affaire en main. Ce qu'il a apparemment pas mal réussi, puisqu'on retrouve après quelques heures un Gordon licencié, qui n'a plus accès à ses comptes bancaires, ni à ses moyens de communication. Ah, le virtuel. Que des avantages, vivement qu'on y soit encore plus. Et les malheurs ne sont pas finis pour Gordon, puisque celui-ci apprend que sa collègue, Lena, vient d'être tuée. Il part donc errer dans la ville sous la pluie, quand son pied bute dans quelque chose. Il s'agit de la tête de Batman. C'est bizarre, mais jusqu'à ce matin, je pensais vraiment que je ne dirais jamais la phrase « Gordon vient de buter dans la tête de Batman ». La tête provient d'une statue du héros, statue située dans le parc et qui a donc produit l'ombre lors du braquage de tout à l'heure. Quant au fait que la tête soit à terre, elle a sans doute pris un coup quand les drones ont mitraillé la zone. En rentrant chez lui, Gordon découvre que son appartement a été fouillé de fond en comble et qu'en plus ils ont rien rangé les sagouins. En faisant le ménage, il découvre de vieilles affaires de son grand-père, donc le commissaire Gordon. De vieilles coupures de journaux, une boîte avec le nom de Bruce Wayne, une lettre parlant du fait que Bruce se sent trop vieux pour continuer, et un costume de Batman. Gordon l'enfile et passe la soirée à faire leur fête aux criminels de tout poil, comme à la belle époque. À un point que le lendemain, la couverture électronique du Time se demande si Batman est de retour. Et très franchement, j'admire cette page. Elle est simple, sobre et foutrement efficace. Par contre, la notoriété de Batman dans les médias contrarie beaucoup Gata, la musicienne, qui est exaspérée de voir ce type lui voler l'attention des médias. Elle se renseigne donc sur le mythe de Batman et décide donc de prendre une identité liée à ce personnage. Elle se fait désormais appeler Catwoman. Oui, parce que Gata en espagnol, ça signifie chatte. Et je rappelle que l'auteur Pepe Moreno est espagnol et que non, il est pas allé la chercher loin celle-là. La maire de Gotham, Madame X, qui au passage ressemble furieusement à Gata, comme le montre cet enchaînement de cases, ne sait pas quoi faire au sujet de ce Batman. Le sourire numérique se révèle alors totalement, se révélant être en fait le Joker. Attends, c'est ça la gueule du Joker? Non mais tu te fous de moi, on dirait les fables géométriques de Pierre Perret. Les quoi? Ça. Pour faire le corps de la grenouille, vous prenez un beau cylindre vert bien frais, la moitié d'une sphère pour la tête, avec des yeux comme des billes par-dessus. N'oubliez pas que la grenouille a une bouche immense. Oui, bon, on a les références qu'on a, hein. Bref, reprenons. Les médias manipulent les images et font passer le Batman pour un meurtrier, tandis qu'un drone réussit à assommer notre héros et à prélever un peu de son ADN pour identification. Après avoir comparé l'ADN et trouvé qu'il s'agissait de Gordon, le drone commence le processus d'exécution quand un code extérieur semble l'en empêcher. Oui, enfin, survie ou pas survie, il n'empêche que l'identité secrète de ce Batman n'aura pas tenu une semaine. C'est pas franchement la joie. Gordon est de retour chez lui, il se fait soigner quand déboule subitement le jeune garçon qu'il a adopté, déguisé en Robin des premiers modèles, c'est-à-dire Gambette à l'air. Ok, ça va peut-être un peu vite en besogne là, parce que le Robin, j'ai quand même l'impression qu'il sort un peu du trou du cul du scénariste. Et niveau accélération, ça ne s'arrête pas là, puisqu'une armée de drones encercle l'immeuble de Gordon, prêt à tirer, quand un Bat-logo apparaît sur les écrans pour leur dire de monter sur les toits, et c'est là qu'ils trouvent la Batmobile du futur. Oui, enfin moi personnellement je l'appelle le Bat-vaisseau spatial, parce que moi il me fait pas penser à une voiture, et encore moins une Batmobile, mais plutôt aux navettes dans Mass Effect, celles qui font le lien entre les planètes et le vaisseau spatial. La Batmobile, en mode pilotage automatique, les emmène dans ce qui est désormais le centre de Gotham, le manoir Wayne, laissé tel quel selon le testament de Bruce Wayne, qui avait tout prévu. En effet, l'ensemble du manoir a été aménagé avant sa mort en prévision d'un futur Batman, avec un robot Alfred, une Batcave et top du top, la conscience digitalisée du vrai Batman, Bruce Wayne. Le Batman originel est là, le lecteur est à fond, ça sent la contre-attaque, mais d'abord, un petit flashback, parce qu'un peu d'exposition fait du bien aussi boulot. On apprend donc que Bruce Wayne, une fois âgé, a décidé de prendre sa retraite, de financer une statue géante du Batman, parce que symbolisme et ego font toujours bon ménage et qu'il a vécu reclus pendant des années pour créer un programme digital reprenant sa psyché, car la prochaine menace sera, il le pressent,
digital. Après, il faut aussi dire que ce n'était pas trop dur à deviner, vu que le même flashback nous montre le Joker en train de créer des virus informatiques. Même qu'il est jugé pour ça et ressort libre. Bon, en fait, il est dit que le virus du Joker a tellement pris le contrôle des systèmes essentiels du gouvernement qu'il peut en contrôler les politiques et les médias. Et donc c'est depuis cette époque que le Joker domine en douce et a étendu son pouvoir façon Big Brother. Du coup, le Batman numérique leur file des nouveaux costumes assez moches quand même. Non mais sans rire, leurs costumes, on dirait presque qu'ils sortent du film... Non, j'ai rien dit. Juste qu'ils sont moches, pas terribles, malgré le fait que Robin est un overboard. Vient ensuite une attaque conjointe où Bat-Gordon et Robin attaquent dans le monde réel et le Batman virtuel dans le monde numérique. Tout se déroule plutôt bien jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mairie, où un duel virtuel s'engage entre le virus Joker et le Batman numérique, tandis que la chanteuse Gata, maintenant Catwoman, attaque Bat-Gordon avant de l'embrasser. Purée, mais ça va trop vite là! Et encore, c'est pas fini. Le Bat-Gordon va se faire choper par les vilains, qui vont le torturer à coups d'électricité. Pendant ce temps-là, le virus Joker se prend pour le plus grand artiste du monde, car celui-ci peut travailler à même la réalité. En tenant Gordon en otage, le Joker oblige le Batman virtuel à se rendre. Le clown va donc décider d'effacer ce souvenir, afin d'effacer toute la création du programme, et donc faire en sorte que le Batman numérique perde sa mémoire et disparaisse. Non mais bon, je dirais rien sur la pertinence de l'informatique dans ce comics. On est en 1990, j'estime qu'ils ont un passe-droit. Du coup, le Batman virtuel disparaît. Gordon continue de se faire torturer, le Joker jubile, et le robot Alfred rentre dans l'ordinateur de la Batcave une disquette contenant le programme originel du Batman, qui du coup se reforme. Les deux êtres virtuels commencent à fusionner, la maire de Gotham meurt parce que c'est le scénario, et Batman et Joker virtuel disparaissent parce que c'est la fin. Catwoman, la chanteuse, découvre de façon totalement gratuite qu'elle était une clone de la mairesse, puis Bat-Gordon, Robin et la femme chat balancent la morale de fin comme quoi l'homme a besoin de croyances, en plus de la technologie, et que si cette croyance ça pouvait être Batman, ce serait cool, merci. Puis on a un nouveau game over et l'histoire se conclut sur la double page du début. Et très franchement, je trouve cette fin extrêmement rapide et rushée. Non mais c'est vrai quoi. Gordon ne devient Batman qu'à partir de la 40e page. La Batcave n'apparaît qu'à partir de la 61e, et à partir de là, toute l'action est bouffée par les dialogues entre le virus Joker et le Batman virtuel. Et finalement, nos personnages réels n'ont aucune incidence sur le scénario à partir de là. Et encore, les personnages, parlons-en! Robin arrive comme un cheveu sur la soupe, il a 2 apparitions seulement avant de prendre le costume, il sait que Gordon est Batman par la magie du scénario, et surtout il ne fait rien qui sert au dit scénario. Et la chanteuse Gata, alias Catwoman, est plus intéressante, parce qu'elle est une antagoniste pendant un moment et qu'elle a un vrai background. Mais elle n'a pas assez d'apparitions pour être marquante, les informations la concernant sont balancées n'importe comment, sans attention particulière. En plus son rôle dans le scénario revient à peu près à juste se faire pécho par Gordon à la fin. Et du coup, le seul personnage auquel on peut s'attacher, c'est Gordon. Gordon est un personnage extrêmement cool, mais même lui à la fin ne sert à plus rien du tout. Il est pris en otage, balance la morale et puis c'est tout. Et ça c'est décevant, vraiment. Tiens, tenez, une autre déception. La répétition des images. Sans déconner, j'ai créé un jeu avec ce bouquin. C'est de prendre n'importe quelle page et trouver une image qui est répétée. Sans rire, et spoiler alert, ça marche pratiquement à chaque page. Tiens, tenez, je vais vous faire un petit exemple histoire que vous voyez. Bon, prenons par exemple la page du Game Over au début du livre. Retenons tout spécialement ces 2 cases-ci. Nous n'avons qu'à tourner la page pour voir que le gros plan sur les lunettes vient de cette vignette-ci. Vignette qui est répétée juste à côté, cette fois-ci sans son décor. On s'aperçoit que l'arrivée des 3 truands est réutilisée dans l'écran de surveillance. Et sur cette même page, toujours, les policiers en uniforme du haut de la page sont réutilisés, sans leur décor encore une fois, sur l'écran. Et je peux pratiquement faire l'ensemble du livre avec ce principe. Alors oui, je sais qu'à l'époque c'est compliqué de faire ce genre d'image. Oui, je sais, c'est des économies de temps, de moyens, d'énergie, de ressources. Mais à ce point-là, je trouve ça quand même moche. Et pourtant, j'ai une certaine tendresse pour cette œuvre. Oui, le style graphique est très compliqué à apprécier aujourd'hui. Je ne vais pas mentir, j'ai bloqué plusieurs fois avant de me mettre à lire ce comics en entier. Mais une fois qu'on a réussi à aller au-delà de ça, eh bien on se retrouve dans un comics pas mauvais, avec juste une fin et quelques persos extrêmement rapides. Mais tout le début est une très bonne mise en scène dans le pur style cyberpunk, et le cadre et l'histoire est totalement innovant à son époque pour du Batman. D'ailleurs, ce comics a pas mal marqué la carrière de son auteur, Pepe Moreno, et aussi un peu celle de son personnage, Batman.
Concernant l'auteur, Pepe Moreno, le constat est simple. Il s'agit ici de son dernier comics, vu qu'ensuite Monsieur Moreno travaillera dans le monde du jeu vidéo, où il continuera aussi à explorer les possibilités offertes par la technologie, vu qu'il sortira un des premiers jeux sur CD-ROM avec El-Cab en 1993, et aussi un des premiers jeux qui contient des DRM limitant l'expérience du joueur avec Beachhead 2000, sorti en 2000. On peut aussi retrouver quelques influences venant de ce comics sur le personnage de Batman, bien que ce comics soit totalement oublié aujourd'hui. On peut par exemple retrouver certaines idées de ce comics dans le film de Batman Beyond, Return of the Joker. On peut aussi ressentir une ambiance assez similaire dans certains comics qui sont sortis par la suite. Par exemple, Batman Année 100, sorti en 2006, qui reprend un Batman dans le futur poursuivi par le gouvernement qui sait pourtant tout sur tout le monde. Le côté très cyberpunk peut aussi transparaître par moments chez le Batman de DC 1 Million de 1998, et tant qu'on parle de Morrison, le numéro 8 de Batman Incorporated, intitulé Nightmare in Numberland, me semble y faire pas mal référence. Alors oui, Batman Digital Justice n'est pas un chef-d'œuvre. Oui, il n'a pas laissé une marque indélébile sur le personnage. Mais je pense qu'il mérite quand même qu'on s'en souvienne. Le comics a de très bons moments, une ambiance qui a le temps de se mettre en place de façon efficace, malheureusement au détriment de certains personnages. L'histoire ne casse pas des briques, mais elle est tout à fait honorable, et l'histoire du médium a retenu de bien pires comics que celui-là. Cette vidéo ne cherche absolument pas à vous faire croire que ce comics est une pépite cachée, loin de là. C'est juste que j'essaye de rendre justice à un comics qui actuellement n'est plus du tout sous les feux de la rampe, et de faire en sorte qu'il ne soit pas totalement oublié, parce que je pense qu'il mérite qu'on s'en souvienne, ne serait-ce qu'un petit peu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et encore merci donc, pour l'année qu'on vient de passer, c'était super, voilà. Merci, et voilà. Salut. Pas mal. Ouais, et t'as vu, en plus, j'ai même pas parlé de Tron. Hein. Putain, mais t'es con, la vidéo t'es presque terminée. Ah bah moi, tu sais, j'obéis, hein, c'est tout. Ouais, tu parles. C'est le genre de gag à la con, façon Xandar dans Donjon de Hulbuck. Tu peux développer, s'il te plaît? Bah, les aventuriers découvrent un coffre, il est piégé, ils évitent le piège, ils ouvrent le coffre, ils se prennent un autre piège qui était caché, et en plus, il y avait rien dedans. Bref, c'est le genre de truc où tu perds quoi que tu fasses. Et y a rien du tout dans le coffre. C'est chelou quand même. Ouais, enfin, non, il y a une feuille de papier dedans, avec un message. Il y a marqué « Ah, je vous ai bien niqué », et c'est signé Zangdar. Et donc ce sera comme ça à chaque anniversaire de ta chaîne, c'est ça ?